j'ai fait une transat en convoyage en classe 40 que j'ai emmené à Québec-Saint-Malo. Et l'hiver 2009-2010, je fais une transat retour de classe 40 de Mexique en France. Et là, on perd le bateau, on chavire. Donc ça, c'était... Quoi ? C'était l'hiver 2009-2010, ouais, je crois que c'était le 13 décembre 2009, quelque chose comme ça. J'avais convaincu 2 copains de venir avec moi chercher le bateau au Mexique pour le ramener en France. C'était leur première transat, ils étaient hyper contents que je les emmène. On passe au nord de Cuba, on passe devant la Floride, et là on part plein est, et puis c'est l'hiver dans l'Atlantique Nord, quoi. Et on se retrouve coincé dans une tempête, en fait, quoi. À mi-chemin entre les Bermudes et les Açores. Et le bateau est retourné par une grosse vague, quoi. Il reste à l'envers un quart d'heure, quoi. Et donc le bateau finit par se redresser, moteur noyé, mât cassé, et plein d'eau. Et donc voilà, donc là on déclenche les secours. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sébastien Marcet. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre-Arnaud. Merci de prendre ce temps. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Sébastien Marcet, j'ai 35 ans, je suis père d'un enfant marié et ça fait maintenant une petite quinzaine d'années que je suis navigateur, je fais de la course au large. Ok, et ça commence comment du coup la voile pour toi ? Comment ça commence la voile ? Moi je suis vraiment pas issu d'une famille de marins, plutôt d'Auvergnat, et je suis né à Paris, donc ça commence assez loin de la mer. Ouais. Et ça commence par en fait des documentaires à la télé de jeunes qui partent en bateau faire de l'école en bateau. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir envie de faire ça aussi. Et donc jeune adolescent, j'ai eu cette expérience-là. Ça commençait d'abord par le voyage, quoi. Le voyage en bateau. La voile que tu faisais à l'époque, c'était plutôt en école de voile classique, traditionnelle, comment tu faisais ? Et en fait, j'en faisais pas du tout. Mes parents avaient déménagé sur Nantes quand je suis rentré au CP. Ils m'ont inscrit à des cours d'optimiste et j'ai détesté ça, j'ai arrêté. Et donc j'ai arrêté pendant quasiment, non pas une dizaine d'années, un peu moins, jusqu'à ce que j'ai envie de faire ce voyage un peu initiatique en voilier à l'adolescence. Et alors ce voyage, vas-y. Du coup, on part c'est un groupe de 15 adolescents qui partent sur l'estuaire de la Loire et qui s'en vont faire le tour de la Méditerranée et de la mer Rouge le temps d'une année scolaire. Vache, mais t'avais quel âge du coup ? J'avais 14 ans. Et vous êtes 15 de 14 ans à partir ? Ouais, il y avait 2 voiliers. Donc on part, il y a 2 voiliers, il y a un groupe d'encadrement. Et pendant un an, enfin pendant une année scolaire, en fait, on sillonne la mer Méditerranée, enfin on descend l'Atlantique, on passe Gibraltar, et après on sillonne la mer Méditerranée en passant par la Tunisie et l'Égypte, et la mer Rouge en descendant au Soudan, et puis en remontant au Sinaï. Et après on rentre par la Libye et la Grèce, et on rentre en Méditerranée, en Camargue. Ah là là. Et alors tu dis c'était encadré, qu'est-ce qui propose ce type de voyage ? Ouais, c'est une association qui n'existe plus depuis. Je pense que ça n'existe plus trop aujourd'hui. Et donc voilà, c'est assez marrant aussi de voir que parmi les voileux, les coureurs que je fréquente aujourd'hui, on est quelques-uns à avoir eu cette expérience-là. Donc, Tu faisais des cours à bord, comment ça se passe pendant un mois du coup ? non, on n'avait pas de cours. On n'avait pas de cours, par contre, on avait des projets. On devait fournir un carnet de bord, produire des vidéos,
Et puis chaque voyage avait une thématique. Nous, la thématique de notre voyage, c'était la migration des oiseaux. Donc on avait un parcours en fait avec les voiliers qui croisait beaucoup de routes migratrices d'oiseaux. Et donc ça a été le prétexte, en fait, c'était le prétexte à des rencontres. Donc on a rencontré des ornithologues, on a rencontré des chasseurs, on a fait des observations d'oiseaux. Enfin bon, voilà, c'était le prétexte du voyage en fait. Ok. Et alors, ça passe 14 ans, t'es en quoi? Quatrième, troisième, seconde? Ouais, troisième. C'était entre ma troisième et ma seconde. Ah là là. Et tes parents étaient ok avec ça? Ils t'ont laissé partir pendant un an? Ils ont mis un peu de temps. Ils ont mis un peu de temps. Ça s'est pas fait en fait. Ça s'est pas fait en une fois parce que il y avait un processus de sélection pour partir avec l'association. Donc au début ça a pas marché. Et j'ai trouvé une autre association qui menait les mêmes projets. Et là ça a fonctionné. Donc ça a été une démarche avant de partir. Ça a été une démarche de bien 2 ans et demi. Et donc ils se sont fait à l'idée, moi aussi. Et puis voilà. Et ça lance du coup toute une carrière en fait finalement. Tu t'es rentré de ça et comment tu te tiens en classe en seconde après avoir passé un an en mer? Leur tour est pas facile. Moi, je suis rentré. Et oui, effectivement, ma conviction, c'était que j'avais envie de faire de la voile, pas forcément de la course, mais j'avais envie de faire de la voile. Euh, le prérequis au niveau de la famille, des parents, c'est de dire il faut au minimum que tu ailles jusqu'à ton bac. Mhm. Donc, je m'accroche un peu, et puis je quitte le foyer déjà familial, donc je vais en internat parce qu'en ayant vécu un an sur un bateau, j'arrivais plus à vivre chez mes parents. Non pas que j'ai des problèmes de relation avec eux, mais c'était comme ça, j'avais besoin de cette indépendance, donc je pars en internat. Je fais ma seconde. En première, je rentre en section sportive voile à la Baule, et j'y reste jusqu'à avoir mon bac. Voilà. Section Et sportive, c'est l'équivalent de sport-études, c'est-à-dire que tu as des journées aménagées. c'est pas aussi comment dire, exigeant. En fait, moi, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était la voile, la facette voilier habitable et le large. Donc j'ai été assez peu attiré par le dériveur. À cette époque-là, j'ai eu un choix à faire entre aller faire une section sportive à La Rochelle qui était en laser, donc des petits dériveurs, ou aller à la Baule qui avait ouvert une section sportive en classe 8. Et donc, cette section sportive, elle venait d'ouvrir, donc j'ai fait le choix d'aller là-bas. Et bon, il s'est avéré que c'était un peu les prémices, donc c'était pas encore tout à fait organisé, donc ça a mis un peu de temps à démarrer. Mais oui, on avait le mercredi et le jeudi, non, le mercredi qui était réservé à la navigation, on avait des sessions de mercredi et jeudi après-midi, je crois, pour la navigation. Puis on avait des sessions de préparation physique à côté des cours. Et donc voilà, et puis à côté des cours, les week-ends, j'essaye de naviguer un maximum. C'est là que tu commences à faire tes premières régates ou pas? Ou c'était même avant? Oui, non, là c'est les premières régates parce que je m'implique dans mon club à Nantes. Je navigue pas mal en IRC aussi, donc les entraînements en baie de Quiberon, qu'on est nombreux à connaître, à Trinité-sur-Mer. Et puis je me forme aussi d'avoir un boulot aussi à la sortie des études. Donc je passe d'abord un monitorat de voile, et puis ensuite à la sortie, une fois que j'obtiens mon bac, je vais à l'école nationale de voile pour passer un brevet d'État. Ok. Donc tu t'es orienté vers cette partie de carrière, tu t'es dit ça te correspondait bien et c'est ça que tu veux faire aujourd'hui. La course, alors voilà, l'aspect voile, c'était vraiment ce voyage initiatique. Ensuite, la course est venue plus par un désir de vraiment maîtriser le sujet, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de me perfectionner, puis à un moment donné de se confronter. Donc petit à petit, là, avec la course a pris un pas important dans ma pratique de la voile. J'avais la conviction que je voulais en faire mon boulot. Et, et voilà, mes parents m'ont quand même drivé en disant faut que tu aies quand même un petit diplôme qui te permette de bosser. Et puis le brevet d'État, vraiment, c'est à l'École nationale de voile, c'est une structure de dingue. Pendant un an, donc je sais pas, j'ai une vingtaine d'années. Pendant un an, on a des bateaux à disposition, on navigue sur les Penduic, on va naviguer sur la Belle Poule, qui est un vieux gréement. Et quand même, c'est des expériences assez uniques. On fait du laser, voilà, donc on est dans un cadre idéal. C'est une année géniale, et puis on apprend beaucoup, beaucoup.
Donc, et puis en parallèle, toujours, je continue à régater en IRC. Donc voilà. Quand est-ce que tu commences du coup les régates de course au large? Et ben en IRC, on commence à en faire parce qu'il y a le programme du RORC, Ouais. le Fastnet, Meet of Malam, Cause d'Inard, donc c'est du semi-hauturier, quoi. Donc je participe à ces courses-là. Je crois que le premier Fastnet que je gagne, c'est en IRC, en équipage sur un A35. Je sais plus trop en quelle année. Mais voilà, c'est là que je commence. Et puis petit à petit, en y mettant le pied, il y a l'idée de courir la Mini 650 qui s'insinue un peu en moi, quoi. Petit à petit, c'est une sorte de virus, quoi. Que tu fais quand du coup? Du coup, je l'ai fait en 2007. Je dois passer le brevet d'État en 2005 ou 2006. Non, c'est en 2006, je pense. En 2006, je commence à bosser sur un projet de classe 40, sur lequel je suis embauché en fait par François Engoulevent, qui a été président de la classe 40 quelques années, puis qui a été au début de la classe 40. Et en fait, lui, il construisait son classe 40 pour la Route du Rhum 2008. Et on a été amené à se croiser sur des régates en IRC, et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir faire la fin de la construction avec moi et les navigations de préparation, le convoyage retour de la Guadeloupe. Et donc, moi, je voyais là-dedans une super occasion d'apprendre des compétences que je connaissais pas, donc les matériaux composites, je connaissais vraiment pas. Et puis surtout d'aller naviguer en classe 40, c'était surtout ça, quoi. Donc voilà, en 2006, je commence à faire ça. Et en parallèle, j'ai la chance de réussir à commencer à monter mon projet 650. Donc je passe à mi-temps sur le programme classe 40. Et en parallèle, je navigue en mini. Je commence à naviguer en mini. Ok. Et alors du coup, ça veut dire que cette mini-là, tu la prépares jusque le départ en 2007, tu m'as dit. Tu termines du coup cette course et l'année suivante, tu es également en train de continuer à préparer la route du Rhum. Ouais, non, en fait, je me suis trompé. La route du Rhum, c'était la route du Rhum 2006. D'accord. Donc je prépare, je prépare le classe 40 pour la route du Rhum 2006. Ouais. François fait sa course, moi je vais Ouais. l'accueillir à l'arrivée. Et c'était l'intérêt que je voyais en vue de la mini transat, c'est que je faisais une transatlantique avant de faire la mini transat. C'était ma première transat. Donc je ramène son bateau en équipage de Guadeloupe jusqu'en France avec une escale aux Açores. Et pour moi, c'était ma première transat et je m'étais dit, c'est une bonne idée de faire une transat avant de faire ta mini transat qui sera en solitaire. Ouais, bien sûr. Donc, Et alors du coup, ça se passe comment dans ta tête, cette première transat? Comment tu vis le premier passage de plusieurs semaines sur l'eau, dans la même boîte? ça se passe bien. C'est les sponsors qui sont à bord. Donc le bateau était sponsorisé par les fermiers de Loué. Donc c'était deux éleveurs des fermiers de Loué qui étaient là. Et donc ils connaissaient pas grand-chose à la mer, donc c'est assez surprenant. Il y en a un qui est malade au point qu'on se demande si on va pas s'arrêter aux Bermudes pour le débarquer. Et le second, au bout de 5 jours, une semaine, se dit il y en a encore pour combien de temps, quoi. Et donc une transat à cette époque-là sur les bateaux en convoyage, donc sans trop solliciter le bateau, c'est entre 20 et 25 jours, quoi. Il s'avère que il y a toutes les déconvenues qu'on peut avoir sur une transat, c'est-à-dire les voiles fatiguées de la course qui s'abîment, l'électronique récalcitrante qui fait qu'on doit barrer, et puis aussi notre inexpérience, parce qu'il y a la mienne aussi dedans, qui fait que on n'a pas forcément les connaissances pour solutionner tous les problèmes en un claquement de doigts, quoi. Donc, mais ça se passe super bien. Moi, c'est une super expérience, hein. Le retour quand même au près, parce que ça c'était un peu douloureux, puis il a fait super froid. On a fait les Açores, la France au près dans du nord-est, il faisait hyper froid. Mais non, sinon ça se passe bien. Et alors du coup, tu es tout fin prêt pour la mini? Et du coup là on doit être début 2007 ou fin 2006, et du coup après la saison suivante je me consacre entièrement à la préparation de la mini transat
avec le circuit classique, l'acquisition. Alors, fallait acquérir des milles pour pouvoir se qualifier. Donc, mais bon, en s'y prenant 2 ans à l'avance, j'étais bien dans les clous. Et puis, je vois que, bon, sportivement, j'ai quand même des ambitions, quoi. Malgré le fait qu'à l'époque, le top du top, c'était le Pogo 2. Moi, j'avais pas un Pogo 2, j'avais un Dingo. Mais bon, sur les courses d'avant-saison, j'arrivais à rivaliser, à faire des belles percées, je dirais, même sans faire partie du groupe de favoris. Mais sportivement, je m'affirme un peu et je progresse, ouais. Ouais. Et tu l'as fait combien de fois du coup derrière cette mini? Et bah, la mini, je l'ai fait qu'une seule fois. La mini, je l'ai fait Ouais. qu'une seule fois, donc en 2007. Départ retardé pour cause de météo. Donc le parcours à l'époque, c'était La Rochelle, Madère, Madère, Salvador de Bahia au Brésil. Et donc au départ à La Rochelle, ouais, on devait partir le dimanche et puis on part finalement le mardi à cause de la météo. Un départ un peu bizarre avec les proches qui sont plus là. Moi, je casse un safran sur la première étape. Donc, je fais une première étape un peu catastrophique et puis un peu galère parce que du coup, j'arrive tard à l'escale. Et puis, il faut réparer. Je prends une pénalité parce que je change de safran. Et par contre, je me régale sur la deuxième étape. Vraiment, je me régale. Ouais, c'était une super nave. C'était une super nave et j'y repense souvent. Enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment la dimension Mini 650 et puis surtout la dimension qui est peut-être encore plus prégnante aujourd'hui de se dire on est on n'est pas connecté, quoi. On n'a pas Internet à bord, on a notre VHF, notre BLU pour prendre la météo, mais ça, c'est encore plus aujourd'hui, c'est un luxe encore plus important que c'était en 2007, quoi. Donc non, vraiment super, super, super. Et c'est quoi c'est quoi l'anecdote de dingue que tu peux raconter sur cette croisière? Sur la Mini, l'anecdote il y a un truc qui me revient souvent à l'esprit, c'est le long des côtes du Brésil, on commence quand même à être bien fatigué. Et à bord, on a ce qu'on appelle un merveille. C'est un petit boîtier qui détecte les ondes radar et qui est divisé en 4 cadrans avec 4 diodes. Et en gros, qui sonne dans le cadran où il détecte un radar. Et donc une nuit, je suis réveillé par le merveille. Alors, je sors sur le pont en me disant, dis donc Seb, t'as bien fait, tu t'es réveillé et tout, nickel. Et en fait, en reprenant mes esprits sur le pont, je réalise que le bateau, il est déjà passé, il est derrière moi, quoi. Et que ça a dû sonner pendant un certain temps avant que je m'en rende compte. Et quand je me lève, le croisement, il a eu lieu et le bateau, il est pas si loin que ça, mais derrière. Bon, c'est passé, quoi. Donc, T'aurais pu rentrer ouais. dedans, quoi. Bah oui, il y a du trafic à cet endroit-là, même si je pense que la probabilité est faible, hein, mais ouais. Voilà. Tu sens pas. Bon, tu me diras, c'est assez grand quand même l'océan, mais tu sens pas qu'il y a cette crainte systématiquement, dès que tu commences à voir la nuit qui tombe, d'avoir le risque, même d'ailleurs en journée, hein, mais d'avoir le risque de rentrer dans quelqu'un. Malgré les outils de connectique, de détection, de ce que tu veux, qui font que. Ben, ce que je trouve plus, tu vois, ça c'était pendant la mini aussi. Euh, Moi, ça me soucie pas trop. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les gars en IMOCA qui vont à 30 nœuds ou les ultimes, ça, je comprends que ce soit. Si tu vas de telle vitesse que ça a des conséquences dramatiques. Quand tu parles d'un Mini 650, bon, au max, tu vas aller à 20-22 nœuds, ce qui est déjà très très rapide. Là, ça peut taper, mais tu vas pas toujours à 20-22 nœuds. Moi, sur un bateau de série, non, ça m'inquiétait pas trop. Mais par contre, c'était dans le poteau noir. Je suis sous spi, je crois et il n'y a pas d'air. Il y a 0 nœud de vent et je suis pas manœuvrant du tout, quoi. Et d'un coup, il y a un cargo, quoi. Et donc, tu vois ce cargo, puis tu dis, bah là, on va passer pas très loin l'un de l'autre, quoi. Et t'as aucun moyen de faire bouger ton bateau, quoi. T'es collé à l'eau, il n'y a pas de vent. Donc tu dis, bah, c'est pas grave, je vais prendre ma radio, je vais l'appeler, et puis il va changer sa route, quoi. Donc tu prends ta VHF, tu l'appelles, et puis le mec répond pas. T'as pas de réponse, quoi. Et donc là, tu te dis, bon, je vais essayer de rappeler. Tu te rappelles 2-3 fois, ça répond pas.
Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que tu es un peu désemparé, quoi, parce que tu n'as pas de vent, tu peux pas bouger. Tu te dis, il y a une route de collision, ça va passer pas très loin. Et le mec me répond pas à la radio. Bon, puis à la finale, je sais plus comment ça s'est dépatouillé. Je crois que je m'étais stressé pour rien, pour la route de collision, où il y a eu une petite risée, puis ça l'a fait, quoi. Mais Bon. Petit coup de flip gratuit. bah, Aïe, aïe. c'est surtout que tu restes assez peu expérimenté. Enfin, moi, en tout cas, à ce moment-là, je suis assez peu expérimenté. Je sais pas, j'ai 22, 23 ans, c'est ma deuxième transat. J'ai pas fait j'ai pas fait beaucoup de milles. Donc ouais, des situations comme ça font vite monter le stress. Aujourd'hui, elle le ferait peut-être moins. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé du coup derrière? Qu'est-ce que tu rentres de ça et tu te dis quoi? Ce qui est difficile d'aller de projet en projet comme ça, c'est d'arriver à rebondir justement, de construire le projet d'après pendant que tu en mènes un. Et donc moi, je me trouve un peu désemparé au retour de la Mini Transat parce que j'ai pas trop préparé la suite. J'étais à fond dans la prépa de ma Mini, donc j'ai pas trop préparé la suite et donc je me dis qu'est-ce que je fais? À la fois, faut revendre le bateau, mais j'ai pas envie que tout s'arrête. Et donc je continue une année. Je continue une année en 2008. Et puis c'est des projets qu'on porte un peu à bout de bras financièrement. Autant quand j'ai débuté en 2006, j'ai trouvé un partenaire assez rapidement. Et le partenariat s'arrête fin 2006 ou début 2007 parce que la boîte va mal. Et ils perdent un très très gros client et donc ils arrêtent le partenariat. Et donc je cours la Mini Transat sans partenaire titre. Ah oui. Et donc un peu à bout de bras avec beaucoup l'aide de la famille et des amis et quelques partenaires techniques, mais rien de. Enfin, en tout cas, je donne de mon temps et de ma personne pour mener ce projet. Je continue en 2008 avec toujours l'espoir de décrocher un partenariat, et puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, et je me rends bien compte que si je garde le même bateau, le même matériel, et que je reste dans la même situation, enfin, il n'y a pas d'issue favorable, que ce soit sportivement ou même dans la gestion du projet, quoi. À un moment donné, je suis face à un mur, quoi. Donc on vend le bateau. On vend le bateau, mais bon, quand même, j'ai pas envie de tout arrêter. Et j'ai envie de continuer. Donc dans cette phase-là, en gros, mon année, elle se divise en deux parties. C'est-à-dire que 50% du temps, je vais faire soit du convoyage ou de la préparation technique de voilier. Et 50% du reste de mon temps, je vais naviguer en Mini 650. Et du coup, j'ai envie de m'essayer au prototype. Et donc en 2009, non, en 2000, en 2007, 2008, je suis en série. En 2009, ouais, je loue un proto pour un an pour faire du proto, quoi. Je loue un proto, et puis il y avait un projet de transat vers la Guyane qui ouvrait la voie à des bateaux un peu moins récents, moins typés reaching, parce que c'était très reaching pour aller au Brésil. Donc des bateaux un peu plus faits pour faire du portant, du VMG. Et donc les vieux bateaux retrouveraient un peu de cote, et donc je me dis, bah tiens, je pourrais essayer de faire ça avec le 260, qui est bon pied bon oeil, et qui a fait la dernière mini transat avec David Kremer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais une super saison, je me régale. Ma meilleure saison en mini, je fais des podiums, c'est génial. Et par contre, toujours le même mur un peu financier, je trouve pas de partenaire. Donc ça s'arrête comme ça, et pas de deuxième mini transat, quoi. Oui. Zut alors. Larme à l'œil quand même, tu regrettes de ne pas l'avoir terminé ce projet de 2 ans? Ouais, c'est sûr, j'aurais bien aimé, mais en fait, après, c'est le hasard de la vie, hein. Il y a d'autres opportunités qui se présentent à moi assez rapidement après, parce qu'entre-temps, j'ai refait deux transats en classe 40. J'ai fait une transat en convoyage en classe 40 que j'ai emmené à Québec-Saint-Malo. Et l'hiver 2009-2010, je fais une transat retour de classe 40 de Mexique en France. Et là, on perd le bateau, on chavire. Donc ça,
C'était Quoi? l'hiver 2009-2010, ouais, je crois que c'était le 13 décembre 2009, ou quelque chose comme ça. J'avais convaincu deux copains de venir avec moi chercher le bateau au Mexique pour le ramener en France. C'était Ouais, leur première transat. Ils étaient hyper ouais. contents que je les emmène. Donc on part du Mexique, on passe au nord de Cuba, on passe devant la Floride, et là on part plein est, et puis c'est l'hiver dans l'Atlantique Nord, quoi. Et on se retrouve coincé dans une tempête, en fait, quoi. À mi-chemin entre les Bermudes et les Açores. Aïe, aïe, aïe. Et le bateau est retourné par une grosse vague, quoi. Et donc le bateau est retourné, reste à l'envers un quart d'heure, quoi. Voilà, un truc comme ça, ouais, un quart d'heure. Et donc le bateau finit par se redresser, moteur noyé, mât cassé et plein d'eau. Et, Ah là là. et donc voilà, Et donc là on déclenche les secours. Et puis on déclenche les secours. t'as pas le. On m'a toujours dit qu'avec la quille, il y a quasi aucune chance que tu puisses retenir le bateau. Comment tu fais pour retenir un bateau de cette taille-là? C'est la mer, hein. C'est la mer. Le vent était pas si fort que ça, mais il y avait beaucoup de mer. C'était 33 pieds de hauteur qui était annoncé. De Et vagues? ouais. Ah oui. Et moi, de tout ce que refait depuis, j'ai jamais vu la mer comme ça. J'ai jamais vu la mer. J'ai jamais revu la mer comme ça. Jamais, tu vois, où je me suis réveillé, où on a commencé à prendre la baston la nuit. On savait, hein, ça faisait plusieurs jours qu'on essayait de fuir par le sud, hein. On savait que le truc arrivait, mais on n'allait pas assez vite pour l'éviter. Et le vent est rentré pendant la nuit. Et au matin, au lever du jour, on a vu l'état de la mer. On a fait, ah ouais, c'est vraiment très très gros, quoi. Et donc ça a tenu toute la journée. Et le soir, on a chaviré. À la tombée de la nuit, on a chaviré. Et en fait, c'est le bateau qui part en surf sur une vague, qui part au loft, qui se met travers à la vague, et le haut de la vague qui déferle sur le bordé qui est déjà très gité, et le bateau se met à l'envers. Ah là là. Et voilà. Ah, est-ce que tu maîtrises pas la vitesse dans la descente de la vague? C'est-à-dire que le surf va trop rapide? En fait, on était au niveau de la configuration de voile, on était dans un entre-deux, c'est-à-dire que si on était GV3RI Tourmentin, on était surtoilé par rapport au vent qu'il y avait, donc on partait au Ah oui. loft constamment. Et Ouais. sous Tourmentin seul, on était sous-toilé. Et donc du coup, on était vulnérable aux vagues, quoi. Donc en fait, on était, ouais, rétrospectivement, on était sous-toilé en étant en fuite sous Tourmentin seul, mais bon, à la fois, avec la GVA 3 RI, on maîtrisait pas le bateau, quoi. Je sais pas trop c'était quoi la solution. La solution, je pense, c'était de pas être là, quoi, en fait. Aïe, aïe, aïe. Et donc voilà, on se retourne. Comment tu te sens quand le bateau il est à l'envers, en plus il fait nuit, c'est quoi les trucs qui te viennent en tête? Oh, tu penses pas à grand-chose, hein. Tu penses un peu à sauver ta peau quand même, hein. Parce que tu penses un peu à sauver ta peau, parce que euh, Olive et Tom, ils étaient dans le bateau, moi j'étais à la barre, et donc je suis coincé sous le cockpit du bateau, quoi. Et donc j'étais attaché à la bastac avec ma longe. On était tous les trois, ça nous a probablement, ça a aidé à ce qu'il n'y ait pas de pépins, c'est-à-dire qu'on est sortis de là tous les trois sans bobo, quoi. On était en TPS depuis la tombée de la nuit précédente. On était en combinaison de survie. Et donc tu te retrouves dans l'eau, mais protégé du froid. Et donc tu te retrouves, moi je me suis retrouvé à l'arrière du bateau, à me tenir aux filières, bateau retourné. Et ça, pendant Olivier et Tom, ils sont sortis du bateau, ils m'ont rejoint. Et ils auraient pas dû, enfin c'était sympa pour moi, mais je pense qu'ils étaient mieux à l'intérieur. Mais eux, à l'intérieur, ils avaient peur que le bateau coule. Ah là Donc là. voilà, et on s'est mis à l'arrière et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'aurais dit, parce que j'avais eu l'expérience de la Transgascogne 2007 où il y avait eu un tiers de la flotte qui avait fini retourner en Mini 650. Et donc, moi, j'avais cette expérience-là, et donc, j'ai dit, ben, un monocoque, ça revient toujours à l'endroit. Donc, on attend, quoi. Et donc, on se dit, OK, on attend un quart d'heure. Et enfin, on a une montre, on a dit, on attend tant de temps, et le bateau a fini par revenir. En fait, le bateau est revenu, on prend la décision de décrocher le radeau et de le percuter, et au moment où on percute le radeau, le bateau revient à l'endroit. Donc, on réembarque sur le bateau. Ah là là.
Et ça s'est calmé tout de suite après ou vous avez eu une nuit mouvementée pas possible? Non, non, du coup, on a déclenché les secours et dans la nuit, on a été évacué sur un cargo. Ok. Et on a été évacué sur un cargo et l'évacuation sur le cargo étant beaucoup plus dangereuse que le chavirage en lui-même, quoi. Mais beaucoup plus. Ah ouais? Bah ouais, t'imagines un cargo, c'était un petit cargo, je crois qu'il faisait une petite centaine de mètres. Et il vient se mettre à coupe de ton voilier. Il vient se mettre à coupe de ton voilier tu vois, dans 9 à 10 mètres de vague, quoi. Donc c'est le carnage. Et le Et, bateau, du coup, irrécupérable, terminé, bonsoir? et le bateau, écoute, de toute façon, il pouvait pas. Nous, on n'avait aucun moyen de le ramener parce qu'on a largué le mât on a largué le mât et la baume pour pas qu'il endommage la coque. Le moteur était noyé. Et donc, le capitaine, une fois qu'on a fini sur le pont du cargo, le capitaine m'a demandé bah, le bateau. Je dis bah, le bateau, c'est du matériel, quoi. Donc après, il y avait une balise, on l'a suivi pendant un certain temps, et puis après, ouais, le bateau, malheureusement, on a laissé une épave, quoi. J'ai eu des nouvelles, je crois, 6 mois plus tard, d'un autre cargo qui était passé à côté, qui avait pris une photo, et où le bateau, parce que le bateau, quand même, était bien enfoncé, le bateau était bien enfoncé dans l'eau quand on l'a quitté, parce que le cockpit autovideur, tu sais, où tu as des tubes d'évacuation, là, du coup, ne se vidait plus quand les vagues déferlaient, puisqu'il commençait à s'enfoncer. En fait, l'eau était rentrée dans le compartiment étanche arrière. Donc le bateau était enfoncé par l'arrière. Ouais. Et du coup, le cockpit s'évacuait plus. L'eau qui déferlait dans le cockpit ne s'évacuait plus, quoi. Et donc, 6 mois plus tard, je reçois une photo avec un mot du MRCC de Norfolk, qui est celui qui est venu qui est un avion qui est venu survoler aussi, et qui nous demande de confirmer que c'est bien le bateau qu'on avait abandonné. Je dis bah oui, c'est ce bateau-là. Et donc le bateau était encore il était encore avec le pont au niveau de l'eau. Tu vois, le Ah pont la était vache. légèrement sous l'eau, quoi, 6 mois plus tard. Ouais. Voilà. Eh ben, Donc et en comment, 2009, enfin, le Noël 2009-2010, on rentre avec ça dans nos valises. Tu vois, on arrive, on devait rentrer par la mer, et puis on arrive tous à l'aéroport à Paris, mais on est content de rentrer, quoi. c'est dingue. Et tu vois, typiquement, ce type d'épave là dont tu parles, qui va encore traîner finalement dans l'océan, t'as pas peur quand tu fais de la navigation de nuit de te la prendre, tu vois, typiquement, comme Ouais, une je pense autre? il a coulé. Ouais. Je- J'espère que depuis il a coulé. J'espère. Hein. Je suis pas fier de l'avoir laissé là le bateau. Et je suis pas fier de ça, hein, c'est sûr, mais j'espère qu'il a coulé ou qu'il s'est échoué quelque part et qu'il est plus un danger à la navigation. Mais, Et ça t'a pas vacciné, ça, de la voile? T'es pas rentré en te disant plus jamais je monte sur un bateau? ouais, il y a une petite période de doute quand même, si. Une petite période Ouais. de doute après, ouais. Il y a une petite période, tu vois, ouais, ouais, si, si, d'aller à la plage, d'entendre le bruit des vagues, tu dis, ah, tu sais, le bruit des vagues qui cassent, quoi. Voilà. Mais c'est passé, hein, c'est pas arrivé qu'à moi, hein, ça arrive à plein de coureurs, hein, des événements comme ça. C'est, ça arrive. Quand tu fais le compte, tu te rends compte que ça arrivait à beaucoup plus de monde qu'on ne croit. Ouais. Bah, on n'en parle pas du coup en général. Je pense que c'est pas Bah, on en forcément. parle sur le coup, et puis après, le temps fait qu'on oublie. Voilà. Non, 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 non. Donc après, moi, j'ai eu la chance en fait, dans mes périodes de boulot en tant que préparateur technique, j'avais bossé un peu chez Groupama Ouais. sur la préparation de Groupama 3 pour leur trophée Jules Verne qui était à peu près à cette époque-là. Et donc, du coup, ils préparaient le projet. À ce moment-là, ils préparaient leur premier projet Volvo Ocean Race. Et donc, une fois que j'ai digéré tout ça, je reprends contact avec eux, puis je postule, quoi. Parce qu'il y avait des règles, il fallait des équipiers de moins de 30 ans. À l'époque, j'avais moins de 30 ans. Ils s'engageaient pour 2 éditions. Donc, moi, j'allais avoir moins de 30 ans pour les 2 éditions de la Volvo. Et donc, je leur dis, bah, je postule. Donc j'ai pas de nouvelles, quoi, tu vois, j'ai zéro nouvelle, donc bah, j'ai pas de nouvelles, je repose la question, quoi. Et jusqu'à ce qu'un jour on me dise bah viens parce que ils faisaient des campagnes de navigation qui étaient pendant l'hiver à Lorient et qui étaient assez rébarbatives pour les équipiers expérimentés parce que ça consistait à en fait comme on pouvait pas aligner deux bateaux pour faire du test pour essayer par exemple
un SPI et un Jenaker, c'était interdit, on n'avait pas de bateau, puis de toute façon c'était interdit, donc il fallait faire de l'acquisition de données. Donc on naviguait sur une config de voile pendant un certain angle, pendant un certain temps, et puis après il fallait mettre une autre voile au même angle pendant la même durée et comparer. Et donc tout ça c'était assez fastidieux et il y avait un peu de lassitude, et donc ils avaient besoin d'avoir un peu de sang frais, quoi. Donc ils m'ont demandé de venir, puis je suis venu. Trop bien. Et ouais, pour moi c'était super. C'était laisse tomber. Naviguer sur un VOR 70. Déjà le bateau au début je comprenais rien. Et en plus tout le monde parlait anglais. Donc moi je parlais pas anglais du tout, quoi. Ah, et puis les mots de voile en anglais, ça doit être quelque chose. Ah bah le plus dur c'est. Enfin ouais, une fois que tu as le vocabulaire c'est bon. Mais tu vois, les premières naves, moi je savais pas quand il y avait quelqu'un qui parlait à bord s'il déconnait sur son dernier week-end ou si on allait faire un changement de voile. J'en avais aucune. Moi, vraiment, j'en savais rien, quoi. Je ne savais rien. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parlait, t'es aux aguets, t'es là, attends, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, il se passe rien. Bon, ça devait être une blague ou ça devait être. Donc voilà. Et puis bah non, mais génial, tu vois. L'équipe avec Franck, avec Damian, Thomas Coville, enfin, Charles tu, Caudrelier. C'est une super tu nous campagne. referais rapidement, juste pour ceux qui connaissent pas, un VOR 70, ça représente quoi? C'est quoi comme bateau? Eh ben, c'est un bateau de 21 mètres qui, en gros, c'est une classe, c'est une box rule, donc c'est pas des monotypes. Donc les bateaux doivent répondre un peu comme les IMOCA, mais sauf que c'est pas les mêmes règles. Donc Ouais, ils sont pas tous identiques et c'est des bateaux qui sont faits pour être menés à l'époque par un équipage de 11 personnes ok, destiné à la Volvo Ocean Race, qui est un tour du monde en équipage avec escale. ok. Une épreuve qui dure, tout cumulé, qui dure 9-10 mois, quoi. Et donc, cette épreuve-là, elle a lieu, c'est la Volvo 2011-2012. Et nous, enfin, moi, j'intègre le projet, je pense, début 2010. euh, début 2010, quoi. Et B. Voilà. Et alors, ça fait quoi d'être à 11 sur un bateau, tout le temps en train de se passer la barre, se passer les écoutes Ah ben moi, je barre pas au début. Moi, Ok, moi, je suis à la petite main, quoi, tu vois. Je suis là pour me former. Bah, c'est génial. Non, non, franchement, c'est génial. C'est aussi à la fois, c'est connaître des sensations que tu n'as jamais connues sur l'eau, tu vois. Un bateau d'une telle puissance, à atteindre ces vitesses-là, ça gîte, il y a la quille basculante. C'est, euh, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, non, c'est génial, c'est une opportunité unique, quoi. Puis tu vois, surtout de pouvoir côtoyer des marins aussi expérimentés, puis aussi talentueux, bah, et voir comment ils font, quoi, comment eux ils font. Et du coup, je pense que ça m'a aidé beaucoup à progresser, quoi. Donc, non, non, super expérience. Et puis, bah, c'est vrai que le concept de faire un tour du monde à la voile, c'est quelque chose d'assez unique, quoi. C'est le concept qui dit, ah, je vais faire une course en bateau, je vais faire le tour du monde, et puis je vais revenir. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc, bah, quelque part, moi, cette envie de faire des courses autour du monde à la voile grandit chez moi, quoi. Avec mais comment ces tu femmes. fais avec ta famille, ta copine, ta femme, si tu pars pendant autant de temps? Ah, bah, à l'époque, je suis assez libre. Non, 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 à l'époque, je suis en couple, mais ma femme actuelle est étudiante, donc voilà, et puis c'est une telle opportunité que, euh, tu vois, à l'époque, je suis prêt à faire ces concessions-là, je suis encore prêt à les faire aujourd'hui, parce que voilà, quand on fait de la course au large, on le fait avant tout par passion, quoi. Le jour où moi je serai plus passionné par ce sport ou par ce que je fais, j'espère que je serai suffisamment clairvoyant pour dire je fais autre chose et ne pas m'accrocher à ça parce que c'est la seule chose que je sais faire. Donc non, c'est bah de toute façon la vie de coureur au large, qu'on soit jeune ou un peu plus expérimenté, ça demande, comme je pense le parcours de pas mal de sportifs, pas mal de concessions personnelles, familiales. Et donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient à fond là-dedans, quoi.
tu vois, là, il n'y a pas beaucoup d'occasions où ma vie perso m'a amené à devoir décliner des projets ou des challenges, ou la seule occasion, le seul moment où j'ai dit, bah, écoute, moi je préfère être à terre avec ma famille, c'était pour la naissance de mon fils. Ok. Voilà, je me suis dit, bah non, là c'est plus important que je sois là pour assister à la naissance de mon fils plutôt qu'à faire le mariole sur un bateau. Ouais, bah oui. Donc T'es voilà. basé où du coup aujourd'hui avec ta femme et ton fils? On vit à Lorient. Ok. On vit à Lorient, ouais. Ouais. Comme beaucoup d'ailleurs de skippers, je suppose. Ouais, bon, on est nombreux bien, dans le coin. non, on est bien, franchement, on est bien pour la voile, mais pas que. En fait, moi, j'adore Lorient. Ce que j'aime moins à Lorient, c'est justement qu'il n'y a pas cette possibilité de sortir du. On est tout de suite dans l'entre-soi des voileux. Et que parfois, quand tu veux faire autre chose, tu veux penser à autre chose, tu veux voir des gens qui ont d'autres centres d'intérêt. Ben, moi, je suis grandi à Nantes et j'aimais bien cette ville-là parce que culturellement, y a de la vie. Tu peux voir des expos, tu peux aller au théâtre, tu peux aller au ciné, tu peux aller voir un concert et tu peux aller boire un coup sans croiser tout ton cercle de relations professionnelles. Et donc voilà. Bon, mais non, à Lorient, on est très très bien, une super qualité de vie. Bon. Et alors du coup, tu termines cette 2 années de Volvo. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et ben la Volvo, donc il y a la phase où on la prépare. Après, il y a la phase pendant la course. Et donc ça finit fin juillet 2012. Ouais. Et donc là, j'avais un peu posé les jalons de ce que je pouvais faire après. Ouais. Je retrouve mes potes des années mini, Sébastien Rogue, Bertrand Castelnerac et Rémi Beauvais. Et on part faire la Québec-Saint-Malo ensemble avec le classe 40 de Seb. Et Excellent. donc là, c'est une redécouverte de l'équipage un peu plus restreint, où il y a des projets un peu plus petits, quoi. Et donc on se régale, quoi. On se régale, on fait la Québec-Saint-Malo, on finit troisième, on a une belle cohésion d'équipage. C'est génial. Et même si Bertrand finalement peut pas venir, Bertrand c'est ça, à la finale on l'a fait à 3 parce que Bertrand peut pas venir, il est retenu sur le Tour de France à la voile. Et donc voilà, et après j'avais pris contact, enfin je sais plus comment ça se fait, à l'arrivée de la Québec-Saint-Malo, il y avait le début des modes 70, et donc je rentre dans l'équipe Spindrift Racing, au départ comme wincher pour les imports, parce qu'il y avait le Tour de l'Europe en mode 70. Et donc à chaque escale, il y avait une régate inshore, et donc il fallait des gars pour tourner les manivelles. Et il paraît que j'étais bon à ça, ou que je suis bon à ça, et donc il m'embarque pour ça. Ok. Donc voilà, j'embarque, et donc j'intègre Spindrift, ouais, en 2012, et après je vais rester avec eux pendant un certain temps, parce que ensuite ils rachètent l'ancien Maxi Banque Populaire, qui remettent à leur couleur, et donc il y a un programme de mode 70, il y a un programme de Maxi, voilà, il y a le Tour de l'Europe, la Route des Princes, ensuite on fait le record, c'est la Route de la Découverte, Cadix San Salvador, voilà, donc je fais tout ça avec eux Dis-moi, ça jusqu'à... fait quelle taille le maxi? Oh bah le bateau il fait 47 mètres, si je ne dis pas de bêtises, 40 ou 40 mètres, je sais plus. Je sais plus. Ouais, T'as de quoi faire un footing dessus, quoi. non, Hein, 40 mètres, il fait 40 mètres. Il fait 40 mètres de long, le bateau. Ouais. Ouais. En trimaran, hein, si je me Et trompe pas. ouais, c'est Maxi Multicoque. Même à ce jour, hein, c'est le plus gros trimaran de course qui existe, quoi. Et donc ouais, moi je fais ça. Mais tu dois wincher combien de temps pour hisser une voile avec cette taille de bateau? Ah bah, hisser la grand voile. Alors la grand voile, une fois qu'elle est en haut, après on prend des riz, quoi. Mais ouais, toutes les manœuvres. Et donc moi là, je passe au poste de numéro 1 sur le bateau. Donc je suis en charge des manœuvres de voile d'avant, hisser, affaler, connecter les drisses. Et bah, je fais pas ça tout seul, hein. On est 14 à bord à l'époque, tu vois. Ouais. Wow. Euh,
Et donc voilà, c'est génial, c'est un bateau fantastique, quoi. C'est un bateau fantastique. Si on fait le Fastnet aussi, je crois qu'on fait une tentative de record de Tour d'Irlande. Ouais, on a gagné une ou deux fois le Fastnet avec Spinrich, je sais plus. Et un trophée Et, aussi ou pas? Est-ce que vous faites un trophée Jules Verne? et ben le trophée Jules Verne, mais c'est après. On fait une tentative de trophée Jules Verne. En fait, tu vois, moi je quitte Spindrift en 2014 Hmm. parce que j'ai une proposition pour retourner faire la Volvo Ocean Race avec un équipage américain. Ok. Donc, Team Alvi Medica, c'est en gros l'équipe la plus jeune de la Volvo 2014-2015. Et, et donc, moi, j'intègre un peu au dernier moment l'équipage, c'est-à-dire que, en fait, ils me proposent au mois d'août de venir faire un essai avec eux. Et à la fin de l'essai, ils me demandent de rester pour. Alors, au début, je comprends pas bien si c'est juste pour faire la première étape ou pour tout faire. Puis ils me disent, bah non, non, ce serait pour tout faire. Et donc, du coup, le départ est au mois d'octobre, quoi. Et donc, me voilà embarqué, mais en même temps très heureux. Je l'avais cherché un peu, quoi, tu vois. C'est pas de force, quoi. Et, et donc, voilà, de 2014-2015, c'est de nouveau la Volvo Ocean Race. Alors, ça a un peu changé parce qu'entre-temps, ils ont changé les bateaux. C'est plus des bateaux, c'est des monotypes, donc les bateaux sont tous identiques. Ils sont un petit peu plus petits, ils font 65 pieds au lieu d'en faire 70. Et par contre, c'est un tour du monde aussi, donc le parcours, c'est Alicante, Cape Town Abu Dhabi, Abu Dhabi Sanya, Sanya Auckland, Auckland Itajaï, Itajaï Newport, Newport Lisbonne, Lisbonne Lorient, et Lorient Galway. Non, non, c'est pas Galway, c'est en Suède, Göteborg. Ok, ouais, très bien. Ah ouais, ça fait un sacré tour, ouais. Et ça, Ouais. c'est, tu m'as dit entre 9 et 10 mois, c'est ça en tout? Bah, en gros, tu pars au mois d'octobre et tu arrives au mois de juillet. Ouais, ça. T'as le temps de Avec... revenir entre deux sessions ou pas? Vous avez des pauses suffisamment longues? Moi, j'ai eu une étape, j'ai une étape que j'ai pas faite parce que tu as le droit t'as des règles pour changer les équipages, donc tu vois, ça te donne une grosse vingtaine de jours de break. Euh, et sinon, le reste du temps, je crois pas être rentré. Si je suis rentré à Noël, je suis rentré à Noël. Sinon, c'est ma femme qui est venue aux escales. Mais tu sors de là, t'es lessivé, quoi. Tu vois, c'est éreintant, quoi. C'est éreintant, ouais, parce que c'est des étapes qui durent, pour les étapes longues, c'est des étapes qui durent entre ouais, 20 et 24 jours. Et souvent à terre, t'as pas beaucoup de au maximum, t'as une semaine de récup, mais c'est vraiment le max. Souvent, ça se résumait à très très peu. Je me souviens, à Cape Town, on a eu un week-end. On a eu un week-end et ensuite il faut repréparer parce entre chaque étape de ralliement, il y a ce qu'on appelle une régate inshore et donc il faut la préparer aussi, quoi. Donc faut refaire les manœuvres pour faire une régate inshore. Donc t'as 2 entraînements puis la régate. Donc ça prend du temps. Donc en fait on a vraiment assez peu de récup, quoi. Donc le fait d'avoir une étape off, c'est vraiment c'est salvateur, quoi. Tu dors comment? Tu me fais un comparatif entre le Mini 650 et les gros, là, les VOR 70 ou le nouveau type en 65. Tu dors comment en comparatif? Mieux ou moins bien? Ben, en fait, ce qui change beaucoup, c'est que quand tu es en équipage, tu as un système de quart. Donc, tu choisis pas nécessairement quand est-ce que tu vas dormir. Alors que quand tu es en solitaire, ben, tu peux adapter tes plages de sommeil aux plages où tu sais que tu as de la facilité à dormir, quoi. Euh, donc, ça, c'est la grosse différence. Après, il y a. Enfin, moi, j'ai pas navigué sur les IMOCA récents, mais des bateaux que j'ai pratiqués, le plus inconfortable, c'est le Volvo, le VOR 65. Parce que tu es dans un espace tout petit à l'intérieur, avec beaucoup de monde. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, en fait, ça va jamais. Parce que quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid, ça condense à bloc, donc tu as de l'humidité. C'est vraiment le bateau le plus inconfort. Enfin, en tout cas, ouais, peut-être les nouveaux IMOCA le sont encore plus parce qu'ils vont vite et tout, et qu'ils tapent. Mais la promiscuité à bord aussi, faut la gérer, quoi.
Il y avait des Là, femmes dans les 11 personnes de la Volvo? non, cette année-là, alors on était moins nombreux, ils avaient réduit l'équipage, c'est-à-dire qu'on était 9 avec le Mediaman. Il y avait un équipage qui était entièrement féminin, où du coup, elles étaient 11, je crois. Et ensuite, la mixité est arrivée à bord sur les bateaux pour l'édition d'après, mais que j'ai pas faite, qui était 2017-2018, je crois, ou 2000, ouais, 2017-2018. Ouais, je crois que c'est ça. Et non, il n'y avait pas d'équipage, en 2014-2015, il n'y avait pas d'équipage mixte. Mais ouais, la promiscuité à bord, ouais, il faut bien s'entendre, quoi. Surtout si tu passes 9 mois avec la même personne, c'est clair que... Ouais. Bah, ouais, et puis en plus, tu passes ton temps en mer, mais tu passes aussi ton temps à terre, tu vois. Le temps où tu reprépares l'étape d'après, où tu prépares ton in-short, et de nouveau avec les mêmes personnes. Donc ouais, c'est important. Je pense que c'est un des facteurs les plus importants pour réussir cette course, c'est de réussir à avoir un collectif qui explose pas en cours de route, quoi. D'avoir des gens qui arrivent à être aussi longtemps entre eux et qui sont prêts à faire toutes ces concessions pour espérer faire une performance, quoi. Donc, Bon. Et donc du coup, voilà. tu termines ça, tu m'as dit, Et ben 2000... ça, c'est juillet 2015. Juillet 2015. Et après, j'ai la chance de réintégrer Spindrift Racing quasiment dans la foulée. Et c'est là que tu fais le trophée ou pas? Et ouais, et donc l'hiver 2015-2016, on fait une tentative de trophée Jules Verne. Ah, sur le maxi à nouveau? Sur le Ouais, grand... ouais, sur le maxi, ouais. Là, on part, on fait la tentative de trophée Jules Verne. Ça met combien de temps Et, un trophée? C'est quoi? et C'est ben là, 90 alors jours? à l'époque, le record, il est de 45 jours. Il est détenu par Loïc Perron en Ok. 45 jours. Et nous, on fait le tour en 47 jours. Donc on loupe de 2 jours et en gros on perd tout. Bon, alors on a eu quelques péripéties, il y a toujours des péripéties sur les trophées, enfin sur des courses ou des records comme ça. On avait heurté quelque chose au niveau des Kerguelen, on n'avait pas eu un sud où on pouvait aller très très vite. Et sur la remontée au large de l'Amérique du Sud, on détecte un problème sur le mât, quoi. Un matin, on naviguait sous Genaker assez haut et le matin, on voit qu'il y a un problème sur le mât, il y a un enfoncement sur le mât, quoi. Et donc là, c'était un peu la dernière chance qu'on avait d'accrocher le record, c'était de pas manquer une transition météo à ce moment-là. Et donc du coup, du fait de cette avarie ou pas, hein, on peut pas refaire l'histoire, hein, ça se trouve on n'aurait pas eu l'avarie, on l'aurait loupé quand même, mais bon, en gros toutes nos chances s'envolent un peu, nos dernières chances de battre le record s'envolent à ce moment-là parce que on est obligé de ralentir pour pouvoir faire la réparation. Et donc voilà, et puis Quand tu... ouais, vas-y. Non, vas-y. Cet hiver-là, il y avait aussi Idexport qui faisait la tentative et en fait, on avait pris la même fenêtre. Ils étaient partis, Idexport était parti, je sais pas, 6 ou 12 heures avant nous de Ouessant. Et vous les suiviez ou vous faites comment? Bah, on regardait quelle était leur route, mais non, nous on avait notre propre stratégie. Les bateaux sont quand même différents. Tu vois, c'est pas les mêmes bateaux, donc ça implique pas forcément les mêmes routes. On a été assez proche à un moment donné dans le Pacifique. Mais voilà, bon, il y avait parce que dans le Pacifique, il y avait eu un enjeu il y avait des routes qui faisaient descendre très très sud, tu vois, par 60 degrés sud, donc ça devenait dangereux par rapport aux icebergs. Donc finalement, aucun des deux bateaux n'a pris cette route-là. Et non, on se suit pas, mais on regarde ce que fait l'autre. C'est toujours difficile d'avoir un bateau entre guillemets similaire à côté et puis de l'ignorer complètement, quoi. Sachant qu'on essaye de battre le même chrono, quoi. C'est quoi la sensation à bord de vitesse que tu dois avoir sur un truc aussi grand? Ouais, c'est assez ouf quand ça va vraiment vite. Moi, j'ai le souvenir à la pointe, c'est ma vitesse max que j'ai fait en bateau. C'est sur ce bateau-là, c'est d'être monté à 47 nœuds. Tu vois, un surf sur une vague, puis t'as un bateau qui fait 40 mètres devant toi. Les étraves, elles sont loin. Puis là, tu prends le surf, et ouais, c'est, c'est hallucinant. Ouais. Non, c'est génial. Mais alors, du coup, effectivement, à 47 nœuds, bon, tu fais quoi en moyenne? Tu fais 30 nœuds sur le tour de...
Je sais plus en fait combien il faut faire pour le battre. Je sais plus combien il fallait le faire sur. En fait, le trophée Jules Verne, ça dépend beaucoup comment tu comptes les 1000. Parce que si tu comptes les 1000, la distance que tu as à parcourir par 60 degrés sud, qui est très très sud, où tu vas que de manière anecdotique, mais que tu la comptes de 50 degrés sud ou à 40 degrés sud, ça fait une grosse différence sur le nombre de Oui, 1000 que tu as à réaliser pour faire ton parcours. ouais, bien sûr. Donc en vitesse moyenne, je ne saurais pas te dire. Je dirais que c'est aux alentours, il faut faire une moyenne à 27 ou 28 nœuds, un truc comme ça. Enfin, depuis, le record, il est tombé à 40 jours et 23 heures, avec Idexport. Ah, Ouais. Idexport qui fait une tentative, je crois, l'année d'après ou encore une année après, je sais plus. Donc 2015-2016, je pense qu'ils font 2010, 2016-2017, je sais plus quelle année ils le battent, mais en gros ils le battent et ils font, ouais, ils font 40 jours et 23 heures. Et puis entre-temps, bon, il y a Thomas Coville qui en solo fait un temps de 49 jours et 3 heures, je crois. Et il y a François Gabard qui lui fait 42 jours en solo. sur le même bateau. Non, non, pas sur le même, sur le massif. Oui, non, pardon, sur le même type de bateau, excuse-moi. Ouais, 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 sur le trimaran ultime. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ah là. Ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much de tout le temps aller viser plus bas encore? Genre, le jour où la personne fait 38 jours, est-ce que ce sera encore un succès de dingue? Comment tu vois la chose, toi? Bon, c'est difficile de quand t'es. C'est c'est quand même tentant, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quand même tentant. Je veux dire, ce qu'on aime, c'est faire aller vite des bateaux et essayer de battre un record. Donc, mais c'est sûr que tu vois, aujourd'hui, les ultimes, ils volent. Alors, ils volent pas tout le temps, mais ils vont quand même beaucoup plus vite. Alors, de ce que je lis, de ce qu'ils disent, ils peuvent descendre sous les 40 jours. Donc, après, ça va être. En fait, le trophée Jules Verne a comme beaucoup de records, mais sauf que là, on n'a pas du tout de visibilité sur la météo sur aussi longtemps. Il y a aussi quand même une part. La météo fait une partie du record aussi, quoi. Et les enchaînements météo, quoi. Donc, il y a cette Faut avoir un peu de chance variable-là là-dessus aussi, quoi. aussi, quoi. Tu vas prendre ta fenêtre, tu vois, aujourd'hui, ta fenêtre de départ, tu sais quel temps tu vas faire à l'équateur, et si tu vois que tu arrives à descendre bien le long des côtes d'Amérique du Sud, et que éventuellement tu peux voir qu'il y a une dépression qui va te permettre de couper un peu Sainte-Hélène, mais tu n'en auras pas la certitude quand tu vas partir. Donc, tu jettes un peu une pièce, quoi, quand même, sur ta fenêtre alors, tu t'essayes d'avoir le moins d'inconnus possible, mais n'empêche que c'est une prévision, tu vois, je sais plus combien c'est le temps à l'équateur, ça doit être 4 jours ou 4 jours et demi, un truc comme ça. Donc là, t'as une idée du temps, et puis après, ce qui fait que tu vas pouvoir couper le fromage, c'est plus à 6 ou 7 jours. Donc là, ça commence à être un peu aléatoire au niveau prévision, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, moins évident dessus, ouais. Eh Euh, bien, donc voilà. qu'est-ce qui se passe derrière le Jules Verne en 2016, du coup? Tu continues encore à la Eh voile? ben ouais, on continue avec Spindrift. On devait faire une tentative de nouveau l'hiver d'après qui finalement est annulée pour des raisons internes à l'équipe. Yann décide de ne pas faire de tentative cet hiver-là. Et du Ok. coup, en fait, le programme de l'équipe change un petit peu et se réoriente vers des petits catamarans. Donc le M32, qui est un catamaran qui fait 32 pieds et qui sert de support au World Match Racing Tour. Donc c'est un championnat du monde de match racing. Il y a 5-6 épreuves partout dans le monde. Et c'est des bateaux monotypes. On arrive, c'est même pas nos bateaux. Donc on arrive juste l'équipage. On fait les régates et puis on essaye de performer. Donc on se met au match race. Donc on fait... donc il y a ce programme avec ce catamaran-là. Et il y a un autre catamaran qui s'appelle le GC32. Donc aussi 32 pieds, mais qui lui par contre est équipé de foils qui lui permettent de voler. Et donc on est impliqué sur les deux circuits. Et donc en 2016, on va se faire une période d'entraînement à Lanzarote.
Et on allait débuter la saison. Et moi, en avril 2016, sur la fin d'un entraînement, on décroche, on plante avec le bateau. Et je me casse le poignet, quoi. Donc là, je suis à l'arrêt. Blessé, quoi, tu vois. Donc, je me fais opérer du poignet. Et je suis arrêté. Je loupe toute la saison. Je peux reprendre les navigations en septembre, quoi, tu Ah la vache. vois. Ouais. Un coup dur. Ouais. Donc, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, stand-by, quoi. Stand-by, et je reprends avec Spindrift dès que je peux, en septembre 2016, quoi. Mais la saison, elle est passée, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même un programme, maxi, mais je sais plus, cet hiver-là, on part pas non plus. Je mélange peut-être un peu les années, mais en tout cas cet hiver-là, ouais, on part pas. Et donc l'année d'après, je continue un peu sur le même format. Je refais du M32. Il n'y a plus de GC32, on a arrêté le GC32, donc on refait du M32. On a fait beaucoup. C'est hyper intéressant parce que vraiment on travaille, tu vois, les règles du match race. On fait des débriefs avec Marc Bouette qui est hyper précis sur les règles de course. Il faut intégrer des nouvelles règles parce que le circuit a développé ses propres règles. Donc techniquement c'est hyper intéressant. Et donc après c'est l'hiver dont je te parlais tout à l'heure, l'hiver 2017-2018 où moi je décide de ne pas embarquer sur la tentative de Jules Verne parce que mon fils va arriver dans l'hiver. Et donc c'est incompatible et j'ai pas envie de rater cet événement-là, donc j'arrête, je laisse mon tour, quoi. Voilà. Et Beau geste. Ouais, franchement, j'aurais manqué ça pour un au monde, franchement. Donc voilà. Et donc je me retrouve avec un peu de temps à terre et je me dis avec du temps à réfléchir, et puis je me dis est-ce que c'est pas le moment d'essayer de renaviguer en solitaire. Et donc je me mets comme objectif la Route du Rhum 2018. Et donc je vais au salon nautique. Je m'inscris à la Route du Rhum en classe 40, alors que je m'inscris, donc je fais le chèque, ça veut dire faire le chèque, et alors que j'ai pas de bateau et pas de sponsor. et donc ça, c'est au mois de décembre. Et là, vraiment, j'ai vachement de chance parce qu'au mois de février, j'ai un sponsor. Mais par contre, j'ai pas de bateau. Et là, tout le monde voulait faire la Route du Rhum en classe 40. Et donc, ça devient galère de trouver un bateau, quoi. Donc, finalement, je trouve un bateau qui n'est pas de toute dernière génération, mais qui peut quand même me prétendre à faire dans les 10, quoi. Et donc voilà, je suis de nouveau à la barre de mon propre projet avec un beau partenaire, Camping to Happy, tu vois, c'est une relation hyper sympa. Et donc une belle saison. C'est vraiment c'est super de mener soi-même son projet, d'avoir les clés en main, de faire ses choix. T'as aussi la partie dont on n'a pas assez peu parlé derrière, mais la partie un peu entrepreneuriale, quoi, où tu vois, il faut démarcher d'abord pour trouver un partenaire, ensuite il faut négocier, après il faut contractualiser. Le plus dur étant de trouver, quoi. C'est clairement le plus dur. Et puis après, la partie sur l'eau et sportive, c'est le bonus, quoi, tu vois. Mais non, vraiment, je me suis régalé. Et malheureusement, je casse le bateau. Le départ de la Route du Rhum est assez sportif. Et donc, il y a un premier passage de front. Et donc, je passe le front. Et donc, on vire de bord en tribord à mur derrière le front. Et puis au matin, j'étais plutôt le pied sur le frein parce que j'avais vraiment conscience qu'il fallait passer ce coup de vent pour déjà réussir à finir. Et donc, pour faire une perf, d'abord, il faut finir. Et donc, le matin après ce virement de bord, j'étais sous J3, je vais chercher mon J2 dans la soute à voile. Et donc, je m'agenouille et puis, tu vois, je sens le fond du bateau qui gondole sous mes pieds, quoi. Et donc je me dis, ça me surprend, tu vois, ça m'interpelle, quoi.
Et donc je regarde, je cherche, quoi, tu vois. Et puis là, je vois que la structure autour de la cloison de pied de mât est cassée, quoi. Et donc la structure là, autour de la cloison de pied de mât qui est cassée. Et derrière, en fait, je suis un peu, je regarde et je me rends compte que c'est cassé aussi derrière. Donc derrière, Tu il y sais a, pourquoi? ben, elle C'est de était, la tension, c'est quoi? C'est des... ben, on C'est a des beaucoup. réglages qui étaient trop violents? Comment tu... Non, je pense que le bateau était un peu faible. Ouais. Je pense que le bateau était un peu sous-dimensionné à cet endroit-là. Il y avait un point faible, quoi. Tu C'est lui as vrai. mis des voiles de compétition, il a pas aimé, quoi. Non, même pas, parce que franchement, j'étais complètement sous. Tu vois, j'avais vraiment cette idée. Je perdais du terrain sur mes concurrents, mais sciemment, quoi, en me disant, je veux d'abord passer. Il y avait vraiment cette partie de vent fort au début. J'étais assez content de mon positionnement, tu vois. Je sais plus combien je devais être à ce moment-là. Je devais être. C'est quand même 40 ou 50 000 de la tête de flotte. Après, on n'a pas les mêmes bateaux. Ma trajectoire, elle était décalée dans l'ouest, donc je savais que à J+2, J+3, elle allait être payante. Dans l'immédiat, elle n'était pas, mais je savais que c'était un investissement que j'avais fait et qu'elle serait payante à 2 ou 3 jours. J'étais content de ma position. Et là, bah, le bateau, il casse. Et donc, bah, derrière, c'est pas évident parce que qu'est-ce que je fais? Les conditions de mer sont fortes et elles vont encore se renforcer, quoi. C'est-à-dire, je sais que j'ai un deuxième coup de vent qui arrive. Et en gros, pour l'éviter, il faut continuer sur la trajectoire de la course, faire comme si j'avais pas d'avarie, quoi. Par contre, si je me rabats sur la Corogne, là, je me mets en plein dans l'accélération du Cap Finistère, il y a un vent pas possible et la mer qui va avec. Et je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir réparer le bateau à la Corogne. Je connais personne. J'ai une équipe technique, mais c'est 2 personnes, quoi, tu vois. Enfin, même c'est plutôt une personne, hein. Là, ça tient à une personne. Enfin non, il y a Benoît et François. Donc Benoît qui est un copain et puis qui m'aidait à préparer le bateau, et François qui est propriétaire du bateau et qui m'aide aussi là-dessus. Mais donc du coup, je me dis, bah si tu veux réparer le bateau et repartir, le mieux c'est d'aller à Lorient. Et là, tu sais, tu vas peut-être perdre du temps parce qu'il va falloir que tu rentres et que tu ressortes du golfe de Gascogne. Mais par contre, tu auras une réparation dans laquelle tu auras confiance, tu auras une vraie expertise du bateau et tu vas gagner vachement de temps sur en combien de temps tu vas le réparer, quoi. Et de toute façon, le bateau, j'estimais qu'il avait plus la capacité de naviguer travers au vent et à la mer pour aller à la Corée. Donc, je me décide à rentrer à Lorient. Donc, demi-tour, quoi. Et ouais, c'est pénible. Et donc voilà, donc je rentre et à la fois, il fallait que j'aille pas vite pour essayer de pas casser le bateau beaucoup plus. Mais à la fois, il y avait ce coup de vent qui me rattrapait derrière. Et il fallait que j'arrive à l'abri avant que ce coup de vent ne me coince sur les côtes bretonnes, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de trouver le tempo entre les deux. Et puis en fait, une fois arrivé à Lorient, ben, le constat, c'était que la structure, elle était réparable, mais que le bateau, il serait... En fait, si je voulais être certain, il fallait déquiller, sortir le bateau de l'eau, démater, déquiller et tout inspecter, quoi. Et donc, du coup, dans les temps impartis, c'était plus gérable. Donc, à la finale, mon intention en arrivant à Lorient, c'était de repartir et de finir la course à tout prix. Enfin, à tout prix, non, pas à tout prix, dans la mesure où c'était raisonnable. Le pire aurait été que je reparte et que 3 jours plus tard ou 10 heures plus tard, j'ai la même avarie, quoi, tu vois. Parce que finalement, on allait réparer, mais on n'allait pas faire mieux que la manière dont c'était prêt à Saint-Malo. Donc à la finale, comme les conditions étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire difficiles, j'avais pas trop d'échappatoire. Donc malheureusement, j'ai pas fini cette route du Rhum. Euh, Camping to Happy s'était engagé pour la route du Rhum parce que par rapport à leurs clients, par rapport à leurs cibles, c'était l'événement qui les intéressait. Et donc, ils n'ont pas souhaité continuer au-delà de ce partenariat-là. Ok. Donc voilà, et donc en 2019, je me dis, bah super, moi je me suis régalé en solitaire, je veux continuer à naviguer en solitaire. La classe 40, c'est super, mais j'aimerais bien m'essayer au circuit Figaro, d'autant plus que c'est la 50e édition de la solitaire du Figaro, qu'il y a un nouveau bateau qui arrive avec des foils. Donc en tant que marin, c'est intéressant de
de se confronter à la pratique d'un bateau à foil, même si c'est pas un dernier IMOCA, bah, quand même, on explore des réglages qui sont un peu dans l'air du temps. Et il y a un plateau de dingue, et ça part de Nantes, la ville où j'ai grandi. Je me dis, bah, faut absolument que tu fasses la solitaire du Figaro. Donc me voilà en quête d'un partenaire que je trouve pas cette fois-ci. Et donc, je décide de courir la solitaire du Figaro en soutien à une association nantaise qui me tient à cœur, qui s'appelle Handicap Agir Ensemble. Et donc, je leur offre la visibilité du bateau et je monte le projet avec eux, quoi. Et donc, Handicap Agir Ensemble, c'est le fonds de dotation d'une association qui s'appelle l'ADAPI, qui accompagne des personnes en situation d'handicap mental et psychique. Donc ils accompagnent, l'ADAPI de Loire-Atlantique accompagne 2600 personnes dans cette situation-là en Loire-Atlantique. Et donc voilà, donc on essaie de monter, enfin on monte ce projet ensemble. Je fais la solitaire 2019, je me régale, vraiment super. Je finis 3e bisu. Et voilà, et donc moi mon objectif c'est voilà, j'ai eu la chance de faire 2 tours du monde à la voile en équipage. Mon objectif c'est de réussir à en faire un en solitaire, donc c'est le Vendée Globe 2024. Et d'ici là, donc l'idéal ce serait de réussir à entrer sur le circuit MOCA en 2023 au plus tard. Et donc d'ici là de continuer à m'entraîner sur le circuit Figaro et puis de toujours garder ce projet avec un pilier sociétal en faveur de l'ADAPI et d'Handicap Agir Ensemble. Et voilà, c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui, quoi. Carrément. Hyper bon projet. Tu penses que tu peux encore tenir combien de temps comme ça à faire de la voile avant de t'arrêter? En termes de J'en course sais au rien. large. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que vraiment, bon, on voit, la course au large, on a la chance que c'est un sport où on a pas mal de longévité. Après, moi, vraiment, ce qui me dicte, c'est l'envie que j'ai, quoi. Parce que, ouais, ça demande tellement de compromis, ouais, quand même, ça conditionne toute la vie à côté, la vie familiale. Donc, ouais, j'ai pas envie de le faire pour le faire. J'ai envie de le faire parce qu'à chaque fois, je trouve, j'ai un nouveau défi, j'ai l'impression de redécouvrir mon sport, de redécouvrir une pratique. Et là, tu vois, vraiment, l'engagement en faveur d'Handicap Agir Ensemble, je me suis dit, tiens, je vais me défoncer sur l'eau pour faire de la voile, je vais donner tout ce que je peux, mais je vais être à ma petite échelle en plus utile à une cause sociétale. Et du coup, à la limite, ça décuple presque ma motivation, quoi. Et donc ça, j'ai découvert ça en 2019 avec Handicap Agir Ensemble. Et je me dis, tiens, peut-être qu'en faisant de la voile, je peux, à mon petit niveau, hein, tu vois, je vais pas... Mais à mon petit niveau, je peux être utile à quelque chose qui est utile à la société, plus que d'aller faire à naviguer un bateau, quoi. Qui est une activité qu'on peut trouver assez peut-être égocentrique, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie d'explorer, quoi. Et puis, bah, de toute façon, ce plaisir, cette envie d'être sur l'eau et en compétition, parce que c'est ça c'est le challenge, quoi. Tu vois, c'est de te lancer dans un truc où, quand tu te lances, tu te mets en difficulté un peu, quoi. Tu te mets en difficulté C'est un toi-même peu et tu ta. te dis, tiens, je vais être capable de le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent en particulier? Dans le milieu de la voile ou... Mais en général, sans forcément des voileux. Ça peut être des Oh, voileux, j'ai mais pas pas trop de forcément. mentors, non, j'ai pas trop de mentors. Non, non, je suis désolé, comme ça. Faut pas être désolé. Non, T'as le droit non. d'être. Tout à fait. Non, non, pas de souci. C'était une question pour reprendre un peu. Bah, ce que j'aime bien, c'est pas forcément des personnes, mais ce que j'aime bien, c'est me plonger dans des récits un peu aventureux, tu vois. Je suis- Par exemple, l'exploration des pôles, tu vois, ou ça, je trouve c'est des trucs de dingue, les histoires de Shackleton, des choses comme ça, c'est, je me dis, putain, les mecs, ils se lançaient dans des aventures quand même inouïes, avec des moyens qui sont bien loin de ceux qu'on a aujourd'hui. Franchement, ben là, faut en vouloir, quoi. Donc ça, Ouais. j'aime bien ces récits-là, quoi, tu vois. J'aime bien me plonger là-dedans, quoi.
Mais Pas simple, hein. Pas simple. Sébastien, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. J'étais ravi de cet échange. J'ai 3 petites questions avant qu'on termine. La première, c'est si tu t'adresses à quelqu'un qui fait de la voile, toi, qui est en club de voile classique, qui commence à faire l'optimiste, qui a cette ambition de faire un peu comme toi, d'arriver un jour à faire du Vendée Globe, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi les étapes à suivre? le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'étapes, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'étapes et c'est vrai que c'est difficile d'intégrer ce milieu-là. Ben, de s'accrocher, quoi. C'est surtout ça, quoi. De s'accrocher et puis que petit à petit, ça finit par payer, quoi. Et c'est vrai, quand on n'est pas du sérail, quand on n'est pas du milieu, c'est hyper difficile, quoi. C'est ouais, c'est pas terrible comme conseil, mais tu vois, moi j'ai mon Vas-y. cousin, quand on vit un peu de faire la même chose, j'essaye de l'aider comme je peux. Il me dit je veux faire un stage, je lui dis bah tu peux peut-être aller voir là ou aller voir là, mais c'est vrai que quand t'es pas du tout du milieu, franchement c'est un milieu qui est quand même peut-être beaucoup trop fermé, quoi. Et, ouais. Non, mais très bien, très bien. Faut s'accrocher. Faut Ouais, s'accrocher. ouais, c'est ça, faut s'accrocher. Ouais, faut s'accrocher. Ouais. Comment on fait pour te suivre, Sébastien? C'est quoi le... Eh ben écoute, il y a une page Facebook Sébastien Marseille Navigateur et c'est Ouais, essentiellement là qu'il y a toutes les nouvelles. parfait. Top, Ouais. nickel. Et du coup, dernière question. Imagine, tu arrives à recroiser Sébastien, qui a 12-15 ans, qui fait encore ses petites courses tout seul, ou ses petits cours d'ailleurs tout seul. Qu'est-ce que tu lui dis? Euh... ah, ce que je lui dis, Sébastien qui fait, tu vois, juste avant l'année que tu fais avec tous tes copains à 14 ans, tu rencontres Sébastien qui a 13 ans et qui s'apprête à faire tout ça. Tu lui dis quoi? ouais, je lui dis de se lâcher, quoi. Tu vois, je lui dis de se lâcher et d'oser, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est un parcours incroyable, Sébastien. J'ai adoré cet échange. Merci d'avoir partagé tout ça. On te Ben, souhaite merci à beaucoup de toi. courage pour les prochaines étapes, notamment pour le Vendée Globe 2024. On te souhaite d'y arriver. Ce serait une très belle réussite pour tout le monde, je pense. Et puis, écoute, à une prochaine sur l'eau, à Lorient ou ailleurs. Ouais, bah merci à toi, Pierre-Arnaud. À bientôt. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.